bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire Perspectives transaméricaines qui, comme vous le savez, est un séminaire de recherche organisé par l'Institut des Amériques en partenariat avec l'École normale supérieure qui nous accueille ce soir pour cette séance. Alors, pour commencer, quelques mots sur ce séminaire qui est un espace de dialogue pour les chercheurs spécialistes de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, avec comme objet de mener une discussion scientifique sur une même thématique avec une approche comparatiste et ou transaméricaine. Alors les thématiques sont très variées en sciences humaines et sociales et vous trouverez l'ensemble des séances antérieures sur le site de l'Institut des Amériques. Alors la séance de ce soir, elle est un petit peu différente puisqu'elle va donner la parole à des auteurs qui présentent leurs ouvrages publiés dans la collection des Amériques des presses universitaires de Rennes. Bon, la démarche reste toujours comparatiste puisque ces ouvrages, vous allez le voir, traitent de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord. Mais elle nous donne aussi l'occasion de mettre en lumière cette belle collection des Amériques qui a été lancée en 2012 et qui couvre l'ensemble du continent américain sur une période très large, des temps précolombiens jusqu'à l'époque contemporaine. Là aussi, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces ouvrages dans cette collection des Amériques sur le site de l'Institut des Amériques, avec pour certains d'entre eux une fiche d'entretien avec l'auteur ou l'autrice qui est accolée à la présentation de l'ouvrage. Alors, avant de laisser la parole à nos invités de ce soir, je souhaiterais présenter la coordinatrice scientifique de cette séance qui va également l'animer. Il s'agit donc de Laura Caillé, qui est doctorante en droit public au sein du CERIC, le Centre d'études et de recherche internationale et communautaire d'Aix-Marseille Université. Les recherches de Laura portent sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits des femmes autochtones en contexte de pluralisme juridique et aussi sur leur accès à la justice selon une approche intersectionnelle. Elle a notamment réalisé des enquêtes de terrain auprès de militantes mayas Caxiquel au Guatemala. Et je voulais préciser aussi que Laura Caillé, en parallèle de ses recherches académiques, a également travaillé pour plusieurs organisations de la société civile, toujours en lien avec les droits des peuples autochtones et aussi auprès des Nations Unies sur les droits des minorités. Laura connaît très bien l'Institut des Amériques puisqu'elle a été coordinatrice du pôle Washington DC et chercheuse invitée à Georgetown University entre 2018 et 2021, c'est ça. Et aujourd'hui, elle enseigne à Sciences Po Lyon et elle vient d'être élue membre du conseil scientifique de l'Institut des Amériques. Alors, je vais lui laisser la parole pour présenter nos invités et animer cette séance et je vous souhaite une très bonne séance. Merci beaucoup Diana et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance donc, du séminaire Perspectives transaméricaines. Je souhaiterais commencer par remercier Laurent Vidal et Anna Perraudin d'avoir généreusement accepté notre invitation et d'être venus, de s'être déplacés jusqu'à Paris, ainsi que les participants qui sont présents ce soir et ceux qui regarderont aussi ce séminaire en ligne. Je tiens aussi à adresser mes remerciements à l'Institut des Amériques, à Diana et puis à toute l'équipe également de l'Institut qui est présente ce soir, notamment Valérie et Juliette. Je suis vraiment honorée de pouvoir animer cette discussion du séminaire Perspectives transaméricaines, durant laquelle effectivement on va échanger sur les expériences migratoires et les frontières dans les Amériques par une lecture croisée de deux ouvrages. Le premier ouvrage est celui co-dirigé par Laurent Vidal et Alain Musset qui s'intitule « Les territoires de l'attente, migration et mobilité dans les Amériques du XIVe au XXIe siècle » et qui a été publié dans la collection des Amériques au PUR en 2015. Le second ouvrage est celui d'Anna Perraudin intitulé « Esquiver les frontières, expériences migratoires, identité et rapport au groupe des Indiens mexicains » et publié donc en 2017. Alors à titre personnel, je voudrais tout d'abord vous dire que j'ai trouvé vos deux ouvrages tout à fait passionnants, extrêmement intéressants, et pour les participants et participantes qui n'ont pas encore eu la chance de les découvrir, je les invite donc à se plonger dans ces deux études. Alors initialement, on avait choisi de faire dialoguer ces deux ouvrages pour une raison assez évidente, c'est-à-dire qu'ils traitent tous les deux
des phénomènes de mobilité et de déplacement dans les Amériques. Or, assez rapidement, à la lecture de ces deux ouvrages, on se rend compte qu'ils sont finalement très distincts et très différents. L'ouvrage co-dirigé par Laurent Vidal est un ouvrage collectif qui adopte une approche interdisciplinaire. Ce sont des sociologues, des géographes, des historiens qui ont coécrit cet ouvrage. Et celui d'Anna Perrodin était pour le coup un ouvrage individuel issu de votre thèse, vous aurez l'occasion de nous en parler, et qui s'inscrit dans la sociologie des migrations. Outre ces différences sur le format et puis le contexte d'écriture, ce sont aussi des différences quant à l'objet d'étude. Dans les territoires de l'attente, Laurent Vidal, effectivement, vous questionnez l'attente comme un espace où se produisent de multiples phénomènes dans lesquels que vous étudiez effectivement dans votre ouvrage. Et dans le vôtre, Anna Perrodin, vous étudiez en profondeur les migrations des Indiens Otomi au Mexique, aux États-Unis, et puis la diversité des régimes d'identité et d'altérité dont ils font l'expérience. Alors ce qu'on va essayer de faire ce soir, plutôt que de se concentrer sur les différences, c'est de faire une lecture en miroir, parce qu'elle montre finalement que ces ouvrages se font écho à de multiples égards. Et c'est donc dans cette perspective qu'on va essayer d'explorer les transversalités, les thématiques communes de vos ouvrages. Alors nous avons l'habitude de commencer ce séminaire par une présentation de chaque ouvrage par leurs auteurs, en une dizaine de minutes environ, et puis nous continuerons avec des questions qui portent sur des thématiques plus spécifiques. Donc, je vais commencer par votre ouvrage, Laurent Vidal, et puis juste avant cela, quelques éléments de biographie. Alors Laurent Vidal, vous êtes professeur des universités en histoire à l'Université de La Rochelle depuis 2007 et directeur de recherche à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Vous avez également été directeur du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique à l'Université de La Rochelle entre 2008 et 2022. Vos travaux portent sur l'histoire du Brésil, l'histoire des sociétés atlantiques américaines et l'histoire des rythmes, l'attente, la lenteur. C'est justement sur cette thématique que portera une partie de notre discussion ce soir. Vous êtes également président du Centre Intermonde, qui est une résidence artistique internationale située à La Rochelle, et fondateur et responsable scientifique de l'Ethnopôle Humanité Océane du pôle de recherche du ministère de la Culture depuis 2022. Votre dernière publication, Les Hommes lents résister à la modernité, parue chez Flammarion en 2020, a également reçu de nombreux prix. Alors Laurent Vidal, est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de votre ouvrage collectif, la méthodologie de recherche adoptée et puis peut-être l'objet d'étude aussi de ce travail? Merci beaucoup. Alors, effectivement, je vais parler un petit peu d'abord du projet avant d'entrer dans la présentation de la méthode et peut-être déjà de quelques pistes, en tout cas de conclusion. C'est un projet qui est né dans le cadre d'une ANR en 2011. Donc l'ANR courait de 2011 à 2014, puis elle a été prolongée jusqu'en 2015. Dans le cadre ça faisait un petit moment que je souhaitais personnellement déposer un projet ANR, et il se trouve que j'avais, dans le cadre d'un ouvrage qui était mon habilitation à diriger des recherches, qui s'intitulait Mazagan, la ville qui traversa l'Atlantique, qui raconte l'histoire d'une ville portugaise construite au Maroc au milieu du XVIe siècle et dont les habitants reçoivent en 1769 l'ordre d'abandonner la forteresse au bord du littoral atlantique. J'avais travaillé sur cette histoire en me rendant compte que la couronne portugaise avait décidé de déplacer ces gens en Amazonie, à peu près 2000 personnes. 2000 personnes qui partent. Ce n'est pas simplement des habitants, c'est aussi les éléments symboliques de la ville. C'est-à-dire qu'il y avait les cloches, il y avait tous les documents administratifs, paroissiaux, etc. Moi qui travaillais sur la ville, ça me permettait de découvrir ce que c'est qu'une ville sans mur et comment une ville sans mur peut continuer à vivre avant de retrouver une enveloppe de pierre, d'une certaine manière. Et dans le cadre de cette enquête,
eh bien, entre le moment où les habitants reçoivent l'ordre de quitter la ville et le moment où ils réinvestissent des murs de pierre de l'autre côté de l'Atlantique, ben, il se passe 10 ans. 10 ans, c'est pas rien. C'est énorme. À l'échelle d'une vie, c'est énorme. Et je me suis confronté ici à des décalages de temporalité entre d'un côté une administration qui compte les gens au moment où ils arrivent et ils débarquent à Lisbonne, donc on fait une sorte de comptabilité extrêmement stricte pour savoir combien de personnes, de familles, etc. Et à partir de là, eh bien, on prépare des courriers pour le gouverneur de l'autre côté de l'Atlantique en disant vous allez construire une ville avec tant de maisons pour tant de familles. Que la construction, elle dure 10 ans. Et en 10 ans, eh ben, les familles, il y a des familles qui naissent, des familles qui disparaissent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je me suis rendu compte, ce n'était pas du tout mon objet au départ, mais je me suis rendu compte que l'attente, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, hein, parce que cette ville, elle s'installe ailleurs, elle s'installe à Lisbonne, elle s'installe à Belém, avant de renaître dans des murs en pleine forêt amazonienne, eh bien, il se passe quelque chose dans ce temps d'attente. Et ça a été mon point de départ. L'attente n'est pas quelque chose de neutre. Et là, c'était, comme je vous le disais, mon projet d'habilitation, mon dossier d'habilitation à diriger des recherches, et mon garant était Alain Musset. Alain Musset, qui est un géographe, qui travaille sur les villes aussi, qui ne travaillait pas sur l'attente, mais en tout cas qui travaille sur les villes. Et à partir de là, je lui ai proposé de monter ce projet. Donc c'est ainsi que moi, historien, lui, géographe, nous avons coordonné une équipe d'une 40aine de personnes, en partant de cette idée. Et ça, c'est vraiment une idée qui est au cœur quand même du projet, c'est que l'attente est un état de la mobilité. Alors ça me permettait, et ça nous permettait, de prendre à partir de là 2 objets d'études distincts. Un, les migrations. C'est-à-dire que dans le cadre d'un parcours migratoire, eh bien, il y a des moments, hein, qui sont des moments d'attente, soit parce qu'on cherche une information pour savoir comment faire pour continuer son parcours, soit parce qu'on est contraint à cette attente par des dispositifs administratifs qui obligent les migrants à passer par tel et tel élément, soit parce qu'on cherche au contraire à les contourner. Enfin, il y a ces éléments-là. Et puis, deuxième thématique, nous qui travaillons tous les deux avec Alain Musset sur la question des villes, eh bien les villes sont aussi marquées par beaucoup de situations d'attente. De l'attente ordinaire essentiellement, à savoir aujourd'hui par exemple, dans les embouteillages par exemple, hein, mais dans les services administratifs, dans beaucoup de situations, dans le métro, devant une station de bus, etc., etc. Et on se disait, mais finalement, c'est une occasion de réunir des chercheurs qui travaillent autant sur l'Amérique latine que sur l'Amérique du Nord, pour voir un peu, et à partir de cette double focale des migrations et des mobilités urbaines ou intra-urbaines, que sont ces situations d'attente et en quoi, et c'est ça où j'en arrive au territoire de l'attente, en quoi ces situations d'attente génèrent des territoires. Alors à partir de là, nous avons distinguer 2 types de territoires de l'attente. Un qui est le dispositif architectural qui est prévu pour la mise en attente. On l'a pour les hôtelleries d'immigrants dans l'histoire, on l'a aujourd'hui pour justement les migrants en situation irrégulière. Enfin, là, c'est véritablement un dispositif architectural qui est prévu pour le contrôle sanitaire, administratif des corps et des identités. Et puis on a de l'autre côté le territoire, je dirais, éphémère, qui, le temps d'une situation d'attente, un espace qui, le temps d'une situation d'attente, se configure en territoire. Parce que on va le retrouver. Ce qui va configurer le territoire, c'est un ensemble de gestes, c'est un ensemble d'objets, c'est un ensemble d'éléments qui vont être disposés là et qui vont, le temps de l'attente, faire territoire.
Donc on avait ces deux éléments, l'élément transitoire, éphémère, et l'élément, je dirais, plus durable du dispositif architectural. Donc on a, d'un côté, ce qu'on pourrait appeler à l'origine une pensée d'espace. L'administration crée un espace, et généralement dans lequel on doit faire un parcours orienté, c'est-à-dire que très souvent on entre par un endroit et on sort par un autre, après avoir fait tout un ensemble de un parcours prévu, hein, et parfois même au sol il y a des indications qui expliquent ce qu'on doit faire. Et là, moi je me souvenais à l'époque de cette réflexion de parcours orienté. C'est directement hérité de Jacques Le Goff dans son enquête sur le purgatoire, parce qu'on fait un parcours orienté. C'est la même chose d'une certaine manière là. Et puis de l'autre côté, eh bien, on n'a pas de pensée d'espace, mais en revanche, on a des arrangements spatio-temporaires qui configurent. Et très souvent, et là on a regardé, les gens en attente, eh bien, on mobilise des éléments dans l'attente. Alors aujourd'hui, ça peut être un smartphone, mais il n'y a pas que ça. Quand on a une famille en attente, on voit les gens, comment ils se disposent et comment ils créent un petit espace qui va faire territoire et qui fait que quand on est là, alors qu'on est dans un espace public, personne ne va traverser. Personne ne va traverser parce qu'on sait qu'on va incommoder. Or, c'est un espace public. Et pour autant, le temps de l'attente, personne ne va oser mettre le pied au milieu de ça, parce que ça s'est configuré comme territoire. Et donc, on s'est dit que dans les situations, autant de migration que situations ordinaires, je dirais, dans les métropoles aujourd'hui, eh bien, on voulait observer ces territoires de l'attente. Ce qui est important aussi, c'était de faire dialoguer lui géographe, moi historien, eh bien deux éléments importants, c'est l'espace et le temps. On sait très bien, ce n'est pas une nouveauté de dire que l'espace, on ne peut pas l'observer si on ne met pas cette donnée du temps, et le temps, on ne peut pas l'observer si on ne le localise pas dans l'espace. Eh bien justement, les territoires d'attente permettent parfaitement de montrer ce dialogue entre l'espace et le temps. Les territoires de l'attente, c'est du temps modelé dans l'espace. Ce sont ces modèles et ces modules de concrétion de temps. Alors ça peut donner Ellis Island d'un côté, hein, et puis d'autres choses justement qui sont plus difficiles parce que c'est éphémère. Hein. Mais voilà. Je crois que j'ai tenu 10 minutes, donc voilà, c'est que vous m'avez donné 10 minutes, je m'arrête là. Merci beaucoup pour la présentation de la genèse de votre ouvrage et puis aussi de son objet d'étude, effectivement, le temps, comme vous l'avez dit, comme un état de la mobilité, et il me semble que... L'attente, pardon, comme un état de la mobilité, et on aura l'occasion d'y revenir du coup un petit peu plus tard. Anna Perrodin, même question pour vous, mais je voudrais d'abord présenter quelques éléments de biographie. Alors Anna Perrodin, vous êtes sociologue. Votre thèse de doctorat a porté sur les relations interethniques dans les migrations indiennes entre Mexique et États-Unis, saisie dans une dynamique qui est particulièrement attentive à l'imbrication des rapports sociaux de classe, de race, de genre et de statut migratoire. Vous êtes actuellement chargé de recherche au CNRS, au sein du laboratoire Cité, Territoire, Environnement, Société, et affilié à l'Institut Convergence Migration où vous enseignez. Vous poursuivez cette analyse des migrations et des inégalités en travaillant notamment sur les projets migratoires, les investissements résidentiels des personnes migrantes, leur trajectoire de mobilité sociale et résidentielle à travers un prisme transnational en France, en Espagne et puis également en Équateur. Vous vous êtes aussi intéressé aux engagements bénévoles et associatifs des personnes migrantes à travers une enquête menée en 2020 à Nantes avec Hélène Berthelot. Alors, même question que pour Laurent. Pourriez-vous revenir sur la genèse de cet ouvrage individuel, quant à lui, la méthodologie de recherche adoptée, et puis nous dire quelques mots sur votre objet d'étude? Merci, et d'abord merci beaucoup pour l'invitation à présenter cet ouvrage. Je suis très heureuse d'être là. C'est donc un ouvrage qui est tiré de ma thèse doctorale que j'ai soutenue en 2011 en sociologie sous la direction d'Yvan Lebotte et que j'ai remaniée pour la transformer en livre. Et c'est une enquête ethnographique dont la problématique s'est construite à partir du terrain. Et tout a commencé par ma recherche de master
qui portait sur les populations indiennes installées dans le centre historique de Mexico et qu'on désigne au Mexique comme les Indiens urbains, une expression qui sonne comme un oxymore souvent en Amérique latine parce que les Indiens sont généralement associés au monde rural. Pourtant, à Mexico, je veux dire un mot sur cette population, c'est près de 5% de la population de Mexico en 2010 qui s'identifie comme indien. Et parmi cette population qui s'identifie comme indien, la moitié était née dans la ville de Mexico. Donc il y a à la fois des personnes qui proviennent du monde rural, de fait de migration qui relèvent de l'exode rural, et puis des personnes qui sont nées dans la ville et qui continuent à se définir et à être définies comme indiennes. Il y a une variété de formes d'insertion dans la ville, mais moi j'ai travaillé en particulier avec des personnes qui s'étaient insérées d'une façon très précaire, qui travaillent dans le commerce informel, qui vivent dans des espaces résidentiels très marginalisés, bien qu'étant en plein centre de la ville, dans des formes de squats, d'espaces occupés, et qui sont donc organisés en associations qui revendiquent l'identité indienne. Et ça, l'émergence de ces associations, on peut la lire dans le cadre des politiques multiculturelles qui se développent en Amérique latine à partir des années 2000 et qui se mettent en place dans la ville de Mexico à l'échelle municipale et qui donc proposent des politiques de reconnaissance destinées à faire une place dans la ville à ces populations indiennes. Au même moment, il y a un autre phénomène important pour l'Amérique latine qui émerge, c'est ce phénomène d'immigration internationale vers les États-Unis. Ça concerne l'ensemble des territoires du Mexique, l'ensemble des populations du Mexique. Il y a vraiment un essor très important de la migration internationale et ça concerne notamment les populations indiennes. Et donc mon questionnement, il naît de l'observation depuis le terrain que si tout le monde parle de migration internationale, la possibilité que ces Indiens urbains installés à Mexico partent eux aussi aux États-Unis n'est jamais envisagée, ni par les acteurs institutionnels qui travaillent avec ces populations, les ONG, l'État, etc., ni dans la recherche scientifique. Et donc, ma première question, c'est à l'heure où l'ensemble du Mexique semble rêver des États-Unis, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas pour ces populations-là? Et est-ce que vraiment ce n'est pas le cas, ou est-ce que c'est un phénomène qui demeure invisible et donc, s'ils partent eux aussi, pourquoi est-ce que cette migration est invisibilisée? Qu'est-ce que le passage par la ville de Mexico, l'installation à Mexico, fait au projet migratoire vers les États-Unis? Est-ce que ça transforme les attentes, les stratégies migratoires, les perspectives de retour? Donc c'est ma première question. Et donc ça m'amène à croiser dans ma recherche deux champs de travaux qui ne dialoguent pas forcément beaucoup. Les travaux sur la migration interne et sur la migration internationale d'une part, et puis d'autre part des travaux sur le multiculturalisme et sur l'immigration, qui sont deux grands registres de production de la différence culturelle, mais qui sont souvent étudiés dans les sciences sociales, dans deux champs de littérature distincts. Donc à partir de là, les grandes pistes de questionnement concernent d'abord le projet migratoire depuis la ville, qu'est-ce que ça signifie? Deuxième questionnement, comment se transforme l'indianité, le fait de se sentir indien ou d'être défini comme indien dans les différents contextes migratoires. Donc toute une série de questionnements sur la production et le vécu de l'altérité dans le champ transnational. Voilà, donc je me suis interrogée notamment sur les contextes d'interaction nationaux et locaux, comment dans les différents... comment chaque société et parfois on peut varier les échelles d'analyse, ça se passe à l'échelle de la nation, mais ça se passe aussi à l'échelle régionale ou à l'échelle d'une ville, comment ces différents espaces produisent des hiérarchies ethno-raciales ou des hiérarchies sociales qui vont varier en fonction de ces espaces. Et qu'est-ce qui se passe pour des populations comme celles que j'ai étudiées, qui se retrouvent au croisement, qui passent par plusieurs de ces contextes-là, et qui se retrouvent au croisement de plusieurs de ces ordres sociaux hiérarchisés. Comment est-ce qu'ils gèrent ces différentes hiérarchies? Et donc, ce qui m'a intéressé aussi beaucoup, c'est la pluralité des rapports sociaux dans une approche intersectionnelle. Comment mes enquêtés étaient définis à la fois par des rapports de classe, de genre, de race, des rapports juridiques aussi,
Et puis, voilà, grosso modo, et comment tout ça s'imbrique et se transforme au fil de l'expérience migratoire. Donc, en termes de méthode, j'ai vraiment procédé par une enquête ethnographique, alors classique, avec des entretiens et beaucoup d'observations participantes, afin de parvenir à percevoir d'abord ces existences singulières, les discours, les pratiques, mais aussi les doutes, les incertitudes, les ambivalences de cette construction de projet migratoire. J'ai partagé beaucoup de moments de vie, en particulier dans certaines familles dont je suis devenue proche, et donc il y a eu à la fois des entretiens formels, mais aussi beaucoup d'informalité dans les moments rencontrés et beaucoup de données recueillies dans ces moments informels. Alors j'ai vite observé qu'il y avait bien des départs vers les États-Unis depuis ces familles, mais aussi que ces départs étaient entourés d'un épais silence, et donc j'analyse dans un des chapitres de l'ouvrage que c'était une migration irrégulière et plutôt masculine. Donc il a fallu gagner la confiance des proches restés en ville, qui sont devenus partie intégrante de mes observations, et donc c'est un travail qui porte autant sur ceux qui partent que sur ceux qui restent et sur les liens qui se construisent entre les deux. Voilà, donc c'est aussi une ethnographie qui est multisituée, donc je me suis concentrée sur plusieurs des lieux qui configurent l'espace transnational des migrants Otomi. Je vais expliquer un peu qui sont ces migrants Otomi. Donc, plusieurs de ces lieux, donc notamment le village d'origine, Santiago Mezquititlan, qui se situe à 180 km de Mexico, et puis la ville de Mexico, dans laquelle il y a une migration importante depuis les années 40, et le champ migratoire du Wisconsin, et donc plusieurs villes du Wisconsin, en particulier Wausau, Madison, Peoria, dans lesquelles j'ai passé du temps. Donc il est important de signaler peut-être que l'ethnographie est partie de Mexico, c'est là que j'ai commencé à dénouer les réseaux, et c'est là aussi que j'ai passé de loin le plus de temps, avec un double objectif, analyser, je l'ai dit, l'espace urbain à Mexico, dans ses hiérarchies, comprendre les politiques multiculturelles et ce qu'elles engageaient, et puis comprendre aussi qui partait aux États-Unis. Mon objectif, c'était de réussir à obtenir les adresses des personnes issues de cette communauté-là. Je reviendrai après sur le terme de communauté, qui sont partis vers les États-Unis, et donc pour ça il me fallait obtenir la confiance de leurs proches pour qu'ils acceptent de me donner les adresses pour que je puisse rencontrer les familles séparées, reconstituer finalement ces familles séparées par la frontière, et ça a pris beaucoup de temps, donc j'ai passé un temps important à Mexico, et ce qui a eu sans doute des effets sur la recherche. Je me suis recentrée. Donc, le terrain aux États-Unis s'est avéré difficile à cause de la difficulté d'obtenir les adresses, mais surtout à cause de la dispersion spatiale des enquêtés, ce qui s'est avéré une surprise par rapport à mes hypothèses initiales. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure aussi dans la discussion, parce que je m'attendais à trouver une communauté relativement soudée. Et en fait, j'ai trouvé un grand éparpillement géographique des enquêtés, avec des relations très distendues entre eux, ce qui a complété le travail ethnographique, mais qui a aussi été un des premiers résultats de ma recherche. C'était de chercher, donc ça a déplacé ma question, et ma question est beaucoup devenue: pourquoi est-ce que la migration de cette population-là donne des communautés très denses, très structurées à Mexico, mais par contre aux États-Unis produit des formes migratoires très différentes? Pourquoi est-ce qu'on a ce décalage entre les deux espaces géographiques? Voilà, et donc la volonté d'étudier les différents lieux de l'immigration m'a obligée à me recentrer sur une population bien particulière. Au départ, je voulais travailler sur les Indiens urbains, et je voulais travailler sur plusieurs populations qui sont caractérisées par ce type d'insertion en ville. Et puis, assez rapidement, je me suis aperçue que chacune de ces populations-là avait des destinations différentes aux États-Unis, et que donc, si je voulais pouvoir travailler de façon rigoureuse, je devais me concentrer sur une population en particulier. Donc j'ai travaillé sur et avec les Otomi qui proviennent de ce village. Donc Otomi, ça désigne la langue parlée par ce groupe-là. C'est un groupe important, c'est la deuxième population indienne la plus importante dans la ville de Mexico, et la 6e au Mexique.
Et que dire d'autre sur les autonomies. Donc bien sûr, cette population, les spécificités de cette population sont très importantes pour le travail analytique, mais je n'ai pas voulu faire non plus une thèse spécifique sur cette population-là, donc j'ai beaucoup croisé aussi, d'abord dans mes lectures, des recherches sur d'autres types de migration en Amérique latine, mais aussi en Europe, dans d'autres champs migratoires, notamment le champ européen et les migrations africaines, enfin le champ Afrique-Europe. Et au Mexique, j'ai aussi fait, dans mon travail de terrain, des entretiens, une partie de travail de terrain avec d'autres populations indiennes urbaines, même si c'est pas forcément apparu dans la restitution écrite, ça a beaucoup aussi nourri ma compréhension du terrain. Donc voilà, je pense que c'est important parce que les résultats de la thèse ne sont pas uniquement... je pense qu'on peut monter aussi en généralité à partir de cette expérience-là. Moi, je peux peut-être juste très rapidement, j'ai travaillé donc après la compréhension peut-être un peu du terrain, les Indiens autochtones avec lesquels j'ai travaillé habitent dans un quartier bien particulier de Mexico, qui est le quartier de La Roma, qui est un quartier en voie de gentrification. Ils habitent dans plusieurs squats, il y en a 6 dans ce quartier-là. Donc c'est des vies très précaires, dans des sortes de mini-bidonvilles. Ces populations-là sont vraiment dans une position très marginale dans la ville de Mexico, commerce informel, certains hommes travaillent sur les chantiers, les femmes fabriquent des poupées, de l'artisanat qu'elles vendent à même les trottoirs. Mais ils sont aussi candidats à des programmes de la ville de Mexico qui proposent à ces populations-là de mettre en place notamment des logements dédiés aux populations indiennes. Donc, 2 des groupes avec lesquels j'ai travaillé ont été relogés dans des immeubles, et donc ça permet de comprendre aussi les contrastes qu'on va pouvoir trouver entre ces populations elles-mêmes, et ça permet de montrer comment ces politiques-là, d'abord l'insertion urbaine, mais aussi ces politiques vont créer des micro-territoires qui marquent les formes de l'indianité en ville. Et puis juste aux États-Unis, j'ai travaillé, et c'est important, dans le Wisconsin, donc c'est là qu'allaient les personnes de ce village-là. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ça fait partie des nouvelles destinations de la migration latino-américaine aux États-Unis. Donc à l'époque, en 2000, c'est seulement 1% de la population de cet État-là qui est recensée comme latino-américain, donc c'est très peu par rapport à d'autres régions des États-Unis. Et c'est une région dans laquelle, par contre, cette population a connu un fort essor, puisque le nombre de latino-américains a été multiplié par 3 entre 2000 et 2010. Alors ça reste quand même une proportion très faible par rapport à ce qu'on va trouver dans des États comme le Texas, la Californie, etc. Mais ça dit aussi la dispersion géographique de la migration latino-américaine aux États-Unis, et puis l'essor de cette destination. Voilà. Merci beaucoup Anna pour votre présentation, et puis également pour ces éléments visuels qui permettent d'illustrer aussi votre objet d'étude. Alors comme on a pu l'entendre, vos ouvrages, chacun à leur manière, proposent un regard original sur les phénomènes de mobilité et de déplacement dans les Amériques, afin d'en souligner notamment la non-linéarité et puis la complexité. Et il y a des concepts clés que l'on retrouve dans les 2 ouvrages, et que je voudrais aussi, ici discuter au travers de plusieurs questions transversales. Ces concepts clés sont les notions de migration et de mouvement, ça paraît évident, mais aussi les imbrications entre des espaces-temps multiples, la notion de frontière au pluriel et celle d'État-nation, les transformations des identités et des liens aux communautés, et puis également les expériences subjectives, voire intimes de la migration. Donc pour commencer, j'avais envie de poser une question sur le déplacement, le changement de focale analytique que tous les 2 vous proposez dans vos ouvrages. Laurent Vidal, en prenant pour objet d'étude les territoires de l'attente dans les sociétés américaines, l'ouvrage que vous avez dirigé nous plonge dans ces espaces et ces temps de la mobilité qui sont finalement peu étudiés et représentés, car souvent perçus comme des non-lieux. Et je cite ici l'introduction de votre ouvrage. Et pourtant, cet ouvrage est une invitation à s'attarder sur ces temps et ces lieux de pause et d'immobilité
pour, de façon assez paradoxale et contre-intuitive, mieux saisir le mouvement dans son ensemble. Pourriez-vous revenir sur ce qu'implique ce changement de focal analytique pour l'étude des phénomènes de mobilité et pourquoi choisir l'attente pour penser ou repenser les sociétés en déplacement? Et je sais que vous en avez un petit peu parlé dans votre présentation, mais j'aimerais bien revenir sur ce point-là. Merci. Écoutez, je vais essayer rapidement, dans le temps imparti, d'apporter quelques éclairages là-dessus. D'abord, ce constat, effectivement, que dans les travaux, notamment sur les migrations, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on travaille aussi sur la question urbaine, même si peut-être là, je vais la laisser aujourd'hui de côté pour me concentrer sur la question des migrations qui permet ce dialogue, mais quoi qu'il en soit, il y a des situations d'attente dans le déplacement, dans le mouvement, je vous l'ai dit, l'attente comme état de la mobilité, et qui très souvent finit par être invisibilisée dans les enquêtes, dans les travaux, comme si c'était tellement, alors soit parce que c'est tellement évident que, bon, voilà, on ne regarde plus ce qui s'y passe, soit parce que c'est tellement éphémère qu'on se dit que de toute façon il ne peut pas s'y passer grand-chose. Alors c'était justement, mais bon, moi je viens d'une école presque de pensée qui est la micro-histoire et qui cherche quand même dans l'exceptionnel ou dans l'exception plutôt que l'exceptionnel, dans le détail presque exceptionnel, quelque chose qui va révéler la norme. C'est un petit peu ça. La micro-histoire, c'est pas simplement de travailler sur du petit, c'est de travailler sur un détail qui sort de l'ordinaire, qui relève de l'extraordinaire et qui est tellement extraordinaire et qui finit par être qualifié d'extraordinaire et qui, puisqu'il est qualifié d'extraordinaire, va nous permettre de comprendre en contrepoint ce qu'est la norme. Et pour moi, cette attente, elle permet justement de comprendre ce qu'est la mobilité et ce qui se passe aussi en termes identitaires dans ces déplacements. On sait, ça c'est l'anthropologie qui nous le dit et depuis bien longtemps, que ça soit déplacer des individus ou déplacer des objets, on change le sens entre le moment où on prend les individus et le moment où les objets, le moment où on les dépose. Et je pense que justement, ce qu'on appelle ce que j'appelle avec tout ce groupe, là on est une quarantaine à avoir travaillé là-dessus, les territoires de l'attente, c'est justement ces moments et ces lieux dans lesquels ces changements de sens et ces changements d'identité ont lieu. Alors c'est pas une identité qui va être diamétralement parfois modifiée, mais qui va être un tout petit peu, c'est de l'ordre du tremblement. Quelque chose a eu lieu. Et ce quelque chose qui fait qu'on ne sera plus jamais comme on était au départ et que l'objet, même si c'est un objet qu'on déplace, il n'aura plus tout, puisqu'il n'est plus inséré dans son univers ordinaire, il n'aura plus exactement le même sens. Et c'est tous ces tremblements, on a utilisé la notion d'identité situationnelle pour dire que voilà, dans les territoires de l'attente, les individus en attente adoptent des identités situationnelles parce que la situation oblige, invite à prendre une identité autre que celle que l'on avait dans le territoire que l'on a quitté. Et c'est la somme de ces identités situationnelles qui va par la suite définir, composer, mais c'est toujours un composé instable, composer l'identité du migrant, sachant que la migration, elle ne s'arrête pas, parce que j'imagine que vous aussi, dans votre travail, c'est pas parce que l'immigrant est passé de l'autre côté que son trajectoire est terminée. La trajectoire ne s'arrête pas. Donc à chaque fois, d'une certaine manière, ces identités situationnelles s'empilent les unes sur les autres et contribuent à créer autre chose. Bien sûr, on ne perd peut-être pas son identité originelle, mais on en adopte d'autres qui viennent par-dessus, s'ajouter. Et c'est ça, c'est cette chose qui relève de ce tremblement. Donc c'est véritablement une attention
à ces phénomènes qui relèvent du micro-social, hein, de la micro-sociologie qui nous a intéressés. Voilà, le changement de focal, il est par rapport à ça, vraiment. Merci beaucoup. Alors je me pose cette question parce qu'il y a aussi une phrase dans l'introduction, notamment de votre ouvrage, qui m'a particulièrement marquée et que je vais lire ici. Parce que en relisant ce matin l'introduction, je me suis dit qu'elle se liait aussi très bien à votre propos, et puis qu'elle offrait une... Bon, je vais vous la lire, vous allez comprendre ce que je veux dire. Aborder les territoires de l'attente, c'est prendre le parti d'un regard en creux, qui privilégie l'observation des situations liminaires où s'éprouvent les limites de la société, de l'exercice de l'État, et aujourd'hui les limites de la modernité. Je pense qu'on va revenir aussi sur tous les éléments de cette citation un petit peu plus tard dans nos échanges, mais en tout cas elle me paraissait extrêmement éclairante. Alors Anna, comme Laurent, vous avez aussi fait le choix de vous intéresser à un objet invisibilisé, c'est ce que vous avez expliqué, en portant notamment votre regard sur les hommes et les femmes qui s'auto-identifient comme indiens autochtones et qui ont migré ou qui sont restés. Et vous interrogez notamment les rôles joués par les liens ethniques dans leur projet migratoire, et à ce titre, je trouve votre ouvrage tout à fait fascinant. Dans quelle mesure cette approche répond-elle à une volonté d'analyser des trajectoires migratoires complexes, mouvementées et constamment réadaptées en fonction des obstacles, mais aussi des opportunités qui sont rencontrées par les migrants? Et là, je me suis permise de vous citer sur cette fin de phrase. Merci. Alors, il me semble que plus que l'analyse des liens ethniques, ce qui permet de décaler le regard, donc c'est à la fois, je me reconnais dans cette idée de micro-sociologie et de phénomènes liminaires, comment les phénomènes liminaires permettent d'observer, de décaler le regard et voilà, je sais pas trop comment continuer ça, mais enfin, en tout cas je trouve ça, c'est aussi le prisme par lequel j'ai abordé ce travail. Mais dans mon dispositif de recherche, je crois que ce qui a été le plus opérationnel, ça a été de croiser migration interne et migration internationale pour travailler les mobilités sans pour autant perdre la dimension de l'État, la dimension des frontières, mais travailler la multiplicité des trajectoires. Et donc, comme le dit Laurent, de voir que ces trajectoires ne sont pas linéaires comme on peut parfois le lire. Notamment, l'enchaînement entre migration interne et internationale ne se réduit pas à la migration par étapes qui a pu être schématisée à certaines périodes des études migratoires. Donc c'est intéressant de voir comment les deux s'enchaînent, parce que ça permet de voir d'abord la multiplicité des lieux de destination, la multiplicité des directions par lesquelles les migrants peuvent construire leur trajectoire migratoire. D'abord, on voit que tout le monde ne part pas du village. Pour les États-Unis, certains partent des villes. Quand on observe les retours, certaines personnes qui ont été aux États-Unis vont retourner ensuite dans les villes mexicaines alors qu'elles n'y avaient pas encore résidé. D'autres retournent vers le village. Certains jeunes en particulier qui n'avaient jamais résidé dans le village vont rentrer dans le village. Donc on voit des liens complexes qui se créent entre les différents lieux qui forment cet espace transnational. Ça amène à interroger quelle est l'origine, finalement, quel est le lieu d'origine, qu'est-ce qu'est un lieu d'origine, et à relativiser cette idée-là qui peut être très forte dans le marquage identitaire des populations par l'extérieur. Donc c'est un premier décalage. Et puis ça permet aussi de voir quel sens les individus donnent aux différents lieux et comment va se construire une forme de topographie qui est investie par les migrants, qui vont attribuer à certains lieux des rôles dans cet espace migratoire. Par exemple, certaines destinations sont identifiées comme des destinations dans lesquelles on va trouver la ressource de la communauté. Par exemple, pour les personnes avec qui je travaillais, ils identifiaient le Tennessee comme un lieu dans lequel on sait qu'on va retrouver des proches du village qui s'épaulent, qui construisent des liens forts, qui vivent dans les mêmes appartements, qui partagent des moments de sociabilité ensemble, alors que si on veut être un peu plus tranquille et vivre sa migration un peu plus à distance, mieux vaut aller dans le Wisconsin. Donc on voit comment les différents espaces de ce champ transnational sont réinvestis de sens par les migrants qui vont ensuite construire leur trajectoire migratoire en fonction de ces repères-là.
Et puis, ça pose aussi la question de comment circuler entre ces différents points, puisqu'on sait bien que la capacité à migrer, à se déplacer est inégalement distribuée. Donc il y a les ressources pour pouvoir construire cette migration à distance des réseaux communautaires. Est-ce que les hommes et les femmes, par exemple, vont avoir les mêmes ressources? Donc un des résultats de la recherche, c'était de constater que les femmes ont des... Bon, c'est pas... ça se constate assez souvent, hein, mais que les femmes ont finalement des destinations plus limitées que les hommes, des pôles de mobilité plus restreintes, que ce soit au Mexique ou aux États-Unis. Ça a permis de voir aussi que les autonomies qui avaient vécu dans les villes mexicaines identifiaient la Californie, par exemple, dans lesquelles certaines personnes du village s'installaient, comme des lieux associés avec le travail des champs, que eux-mêmes ne se sentaient plus habilités à faire parce qu'ils avaient passé trop de temps en ville, et donc commence à aller polariser à nouveau les flux migratoires et commence à révéler aussi des clivages qui étaient pertinents au sein de cette communauté autonomie entre ceux associés au village qui étaient encore associés à certaines formes de travail et ceux des villes qui s'identifiaient plutôt au secteur des services. Enfin, ça m'a permis de voir les segmentations internes à la communauté autonomie notamment. Voilà. Et c'était juste intéressant de voir comment s'imbriquaient les migrations internes et internationales aussi, par effet d'enchaînement. Quand des personnes partent aux États-Unis, souvent des membres de leur famille viennent. Par exemple, quand un homme part aux États-Unis, souvent la femme qui reste à Mexico fait venir une cousine, une sœur du village vers la ville pour qu'elle l'aide. Donc on voit comment il y a des effets d'imbrication aussi entre migration interne et internationale. Et puis parfois aussi des effets de substitution. Je pense à un jeune homme qui rêvait d'aller aux États-Unis, mais que sa mère, qui était très jeune, et donc sa mère le dissuadait de partir en lui rappelant le danger de traverser la frontière. Et donc elle avait réussi à le convaincre d'aller plutôt à Monterrey, dans une ville mexicaine, pour rendre visite à son oncle. Donc on voit comment ces différentes formes de mobilité peuvent aussi se compléter et se substituer. Merci beaucoup Anna pour cet éclairage. Vous avez tous les deux mentionné la notion d'identité dans cette première question et j'aimerais bien revenir un petit peu sur ce concept parce que finalement il est assez central dans vos deux ouvrages. Alors Anna, vous évoquez la façon dont les migrants indiens, vous l'avez dit, sont souvent décrits dans les études sociologiques comme étant extrêmement attachés à leur territoire. Il y a presque une vision statique, une analyse statique qui est faite du migrant autochtone et on le retrouve aussi dans les Amériques. Enfin, c'est des choses que j'ai déjà lues également depuis une approche juridique aussi. Et en fait, on se rend compte à la lecture de votre ouvrage, et c'est ce que vous dites, qu'il y a une dispersion des migrants autonomies aux États-Unis et il peut aussi y avoir une relative exclusion de la communauté et vous parlez notamment de la figure du migrant aventurier, il me semble que vous l'appelez ainsi. Qui décide de partir aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette transformation du rapport à l'identité qui se joue aussi dans de multiples territoires et peut-être nous parler un petit peu de cette figure du migrant aventurier que j'ai trouvé tout à fait fascinante. Oui. Alors, la figure des Indiens en Amérique latine, elle s'est beaucoup construite autour de l'idée d'une communauté territorialisée. Enfin, il y a les deux éléments, vraiment, l'idée qu'être indien, c'est appartenir à une communauté. Donc la communauté, c'est polysémique au Mexique, hein, ça renvoie à la fois au village d'origine, à partir desquels se font les identifications pour soi et par autrui, et puis ça renvoie aussi à des formes d'organisation politique, sociale, qui définiraient l'indianité, le fait d'être indien. Et donc c'est ça que j'ai beaucoup discuté dans ma recherche, parce que donc cette figure de la communauté territorialisée, bon déjà elle est déconstruite par les migrations, on voit bien, mais ça on le sait depuis longtemps, que les populations indiennes migrent vers les villes mexicaines depuis les années 40, puis vers les États-Unis depuis les années 2000 grosso modo. Pour certaines communautés ça s'est fait bien avant. Mais le prisme de la communauté reste très très présent dans la façon d'analyser ces migrations indiennes. Et il y a toute une série de travaux qui se sont créés qui ont émergé à peu près au moment où je faisais ma recherche aussi, notamment sur les Indiens de Oaxaca, qui eux, effectivement, dans leur migration vers les États-Unis, vont reproduire des formes communautaires très denses, très consolidées, avec des liens très très forts qui définissent le quotidien.
Et si bien que pour les Indiens de Oaxaca, on parle de Oaxaca California pour définir vraiment cet espace transnational très très fort, très dense qui se situe entre les différents espaces. Alors moi, quand j'ai commencé ma thèse, je m'attendais à trouver la même chose pour les automites, d'autant plus que ce que j'avais observé à Mexico, c'est, comme je vous l'ai montré sur les photos, des habitats plutôt collectifs. Pour s'insérer dans la vie de Mexico, plusieurs familles provenant du village résident dans les mêmes espaces à Mexico, donc mettent en place des formes de vie collectives. Et c'est à partir de cette configuration-là aussi qu'ils sont reconnus par les autorités de la ville de Mexico qui leur attribuent des droits. Et donc c'est un mode d'insertion urbaine qui accorde une place particulièrement prépondérante au réseau ethnique. Et j'ai été très surprise et même déroutée quand je suis arrivée au Wisconsin de m'apercevoir que ça ne fonctionnait pas de cette façon-là, qu'il y avait un éparpillement géographique très fort. Non seulement un éparpillement géographique, mais aussi une dissolution, une sorte de dilution plutôt des relations, des rapports sociaux. C'est-à-dire concrètement, les gens savaient qu'il y avait d'autres autonomies qui vivaient soit dans d'autres villes à proximité, soit qui travaillaient dans tel endroit de la ville, mais ils n'avaient pas les numéros de téléphone, ils ne se fréquentaient pas du tout. Donc j'ai beaucoup travaillé à la manière dont les migrants peuvent activer ou mettre en suspens les réseaux ethniques en fonction des lieux de la migration. Donc d'abord pourquoi donc ce que ça nous dit, c'est que la communauté peut être à la fois une ressource, c'est ce que montre beaucoup la sociologie classique de l'immigration. Elle protège, elle permet de faire circuler des informations, mais c'est aussi un poids, une contrainte. Elle expose aux discriminations, par exemple, quand on est minoritaire et que voilà, on est exposé au racisme. Elle expose au contrôle social, sous le poids de la rumeur, au sein de la communauté elle-même. Elle oblige à faire des dépenses, par exemple, parce qu'il y a une fête, il faut contribuer, ou alors parce qu'il y a une personne de la communauté qui a un problème et il faut coopérer à la caisse collective et donc aider financièrement. Donc il y a une contrainte dans la vie collective. Et donc une de mes hypothèses, je pense que c'est même un des résultats, c'est que le passage par la ville de Mexico, dans laquelle le poids de la communauté a été si fort et a autant structuré le quotidien des migrants avec lesquels j'ai travaillé, fait que partir aux États-Unis, c'est l'occasion enfin peut-être de s'émanciper de cette forme-là qui a tant pesé sur les années précédentes, et c'est enfin la possibilité de vivre la migration autrement. C'est parce que justement il y a eu cette expérience pesante de la communauté qu'il y a une volonté, en partant aux États-Unis, de se distancier de cette communauté-là. Encore faut-il avoir les ressources pour le faire, et donc une partie des questionnements de la thèse, c'est aussi de savoir qui a les moyens de se mettre à distance de la communauté, et tout le monde n'a pas ces moyens-là. Donc la thèse travaille cette question-là. Il faut avoir les moyens de sortir de la communauté. Voilà, et donc sur la thèse du migrant aventurier, la figure du migrant aventurier, c'est une des expressions de cette volonté de partir à l'aventure, c'est-à-dire de partir loin de la protection qu'offre le réseau ethnique. Alors, ça s'explique aussi par le fait que pour les migrants qui partent de Mexico, c'est pas facile de justifier qu'on souhaite aller aux États-Unis, parce que dans les représentations collectives qu'il y a parmi les membres du groupe à Mexico, il y a l'idée que Mexico est une ville d'opportunité. Donc il n'y a pas que le besoin de partir aux États-Unis et de mettre sa vie en péril et de s'éloigner de la famille. Il n'y a pas tant d'urgence que ça à le faire. Venant du village, c'est plus facile de dire ici de toute façon il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'emploi, donc je suis obligée de partir aux États-Unis. Mais depuis Mexico, il y a tout un registre discursif à développer pour expliquer pourquoi partir aux États-Unis. Et donc finalement, partir à l'aventure, c'est une façon de le justifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'argument économique ne peut pas être évoqué en premier lieu, parce que très vite, les membres du groupe disent « Mais attends, tu sais bien que si tu fais un peu des efforts, tu vas trouver du travail. » Mais par contre, dire moi, ce que je veux, c'est découvrir, partir à l'aventure. C'est une des façons de le justifier pour soi et pour les autres. Voilà. Et juste... c'est pas parce qu'on dit qu'on va partir à l'aventure qu'à certains moments on ne va pas revenir vers la communauté, et c'est ce que je pense que c'est le résultat de mon travail aussi, c'est de montrer que c'est pas on est dedans ou on est en dehors de la communauté, mais au contraire c'est de voir comment les gens jouent sur cet équilibre entre se rapprocher de la communauté à certains moments, s'en distancier à d'autres, et toujours maintenir ce lien
en réussissant à jouer sur la distance qu'on parvient à garder avec les membres de la communauté. Voilà. Merci d'être revenu sur finalement ce lien extrêmement élastique du rapport des migrants à la communauté. Et puis vous parlez, dans votre travail, vous qualifiez ce processus de processus d'individuation, il me semble, du projet migratoire vers les États-Unis. Et justement, Laurent Vidal, vous questionnez aussi la thématique de l'identité dans votre ouvrage. On découvre notamment que dans les différents territoires de l'attente, qui sont effectivement très diversifiés, très variés, ces territoires ont chacun en commun de voir naître des coalescences que vous décrivez comme des expériences sociales inattendues créées par l'attente. Et j'avais envie de vous poser cette question, quels sont les liens sociaux qui se nouent, se dénouent dans ces espaces-temps qui ont pour beaucoup vocation à ne pas durer justement. Et pour faire écho aux travaux d'Anna Perrodin, l'appartenance ethnique joue-t-elle un rôle particulier dans l'activation ou la réactivation de ces communautés qui sont nées dans l'attente ou de l'attente? J'imagine que ça dépend. Merci. Alors, coalescence, c'est un terme que je reprends à Marcel Mauss dans ses travaux. C'est ça, il se passe dans ces territoires. Alors si je reste uniquement sur la question des territoires de l'attente des migrants, il se passe justement dans ce temps d'attente un ensemble d'éléments, d'expériences partagées par les migrants et quelle que soit leur origine. La première expérience, c'est l'expérience face à, je dirais, un langage administratif qu'on ne maîtrise pas. Le langage administratif qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Qui dit ici il faut attendre, ici il faut se déplacer, ici il faut le montrer ça, etc. etc. Donc ça c'est une première expérience et je dirais quel que soit le groupe d'origine, tout le monde doit se confronter et se conformer à cela dès lors qu'il s'agit d'une attente contrainte par un dispositif administratif qui oblige les gens à attendre. Quand on n'est pas dans cette attente contrainte, alors effectivement, on peut, alors que même si, comme le dit Anne, même si parfois on cherche à fuir la communauté par désir d'émancipation, d'individuation, etc., mais il n'empêche que pour traverser ce moment, le groupe identitaire ou le groupe ethnique ou d'origine du pays va servir un petit peu de petite protection à ce moment-là pour faire face à une forme d'inconnu. L'inconnu peut être celui cette fois d'une langue nouvelle. Quand on est dans le cadre d'une immigration clandestine, c'est la langue des passeurs. On n'est pas obligé de la connaître. Comment on fait, donc avec qui on échange pour savoir si on a compris, pas compris, c'est très souvent avec des gens de la région, etc. Donc on voit bien que selon les contextes, selon les moments, eh bien, on peut soit se mettre hors, soit se mettre à l'intérieur du groupe ethnique. Ça, c'est quand on est dans la situation d'attente. Mais nous, on est allé dans cette enquête au-delà en se rendant compte que depuis, en gros, les années 1970, enfin surtout à partir des années 90, 1990, on observe très souvent dans les pays qui ont, dans les Amériques, accueilli des grands mouvements migratoires, des politiques de patrimonialisation des espaces par où ont transité les migrants. Alors Ellis Island en est un, il y en a, on peut parler de l'auberge des immigrants à Saint Paul, on peut parler du Canada à Halifax, on peut parler, etc. etc. Alors ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que si on patrimonialise, on reconnaît que ça a été un élément important du patrimoine culturel du pays et que quelque chose s'est joué là dans l'identité du pays. Alors que jusque dans les années 60-70, il y a d'ailleurs la plupart de ces bâtiments, enfin dispositifs architecturaux avaient été désaffectés. Certains transformés en prison, etc. Mais ils ne servaient plus à proprement parler à accueillir des migrants. C'est-à-dire qu'on les avait transformés en autre chose. Et soudain, on les réinvestit pour un discours patrimonial. C'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est producteur d'identité. Et
on voit bien aussi, ça va dépendre aussi du contexte politique du pays. Quand on est... Et là, on vient de sortir, le Brésil vient de sortir d'un gouvernement d'extrême droite, les États-Unis sont sortis d'un gouvernement d'extrême droite ou de droite extrême, enfin comme on veut, avec Trump, et on voit bien que le contexte environnant va aussi valoriser ou passer sous silence l'importance de ces moments qui ont construit la population. Donc, par cette politique de patrimonialisation, ça permet de lire aussi comment ces pays qui ont accueilli des immigrants ont construit, non pas de manière linéaire, mais avec chaque fois des avancées, des reculs, des pas de côté, etc., ont petit à petit composé leur identité. Merci beaucoup. Alors peut-être pour rebondir sur cette question de l'identité, est-ce que vous nous avez tous les deux dit ce soir, on remarque rapidement qu'il y a chez vous, dans vos ouvrages respectifs, une attention spécifique portée à l'expérience individuelle des migrants au micro, en fait. Vous en avez parlé de cette manière, et c'est aussi une approche qui est très touchante, car on parle d'expérience vécue, on parle aussi d'expérience intime de la migration, des phénomènes de mobilité, et ces expériences se vivent effectivement dans l'appartenance des personnes à un groupe, dans leur identité, mais aussi dans leur rapport avec le temps qui est profondément intime et personnel. Et alors Laurent Vidal, effectivement, le temps, l'attente est au cœur de votre ouvrage, et vous distinguez notamment plusieurs caractères de cette attente, le caractère extraordinaire, que vous différenciez du caractère ordinaire de l'attente, et finalement on se rend compte que les individus ont aussi une expérience différenciée de ce qu'est l'attente, selon les territoires, les territoires de l'attente dans lesquels ils se trouvent. Alors j'avais envie de vous poser la question de l'attente, comme vous parlez de l'attente comme un fait social total. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pouvez revenir sur l'expérience subjective que font les individus de cette attente comme un phénomène social total, justement? Alors, encore une fois, le fait social total, voilà, encore une fois Marcel Mauss, qui a été quand même un petit peu un guide pour construire, mais effectivement, fait social total parce que quand on regarde bien, l'attente, elle mobilise à la fois, je dirais, le corps très clairement, le corps individuel, par des gestes, par tout un ensemble, ça peut être un moment du corps contraint, enfin, la femme en attente, ou la femme enceinte, ou la femme avec un enfant en attente, c'est pas la même chose qu'un homme en attente, enfin. Donc là, la question, je dirais, du corps, la question du genre, la question y compris du droit, parce que très souvent, on est aux limites, tout à l'heure, vous citiez cette citation, on est au bord du politique et au bord du juridique. Bien souvent, on est dans de l'extraterritorialité, quand on est, par exemple, dans ces dispositifs de camps de migrants, etc. Et ça, c'est voulu. Et pourtant, c'est là que se fabriquent aussi les migrants qui, par ailleurs, vont venir. Le migrant désirable, il se fabrique aussi à côté. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments importants. Fait social total, parce que c'est un enjeu économique. Pendant ce temps d'attente, il y a des flux économiques qui ont lieu, il y a une dimension politique, il y a une dimension sociale, etc. etc. Donc là, ça entre pleinement, me semble-t-il, dans cet élément-là. Et je crois que c'est une invitation aussi. Comme je disais, l'attente comme état de la mobilité, je dirais que la migration comme état d'une société qui se veut enracinée. Voilà. Si à partir du moment où on commence à regarder nos sociétés qui se revendiquent, et encore plus aujourd'hui, à partir des crises dans lesquelles que l'on traverse, qu'il s'agisse de crises économiques, de crises sanitaires, etc., on voit toute une inflation des discours d'enracinement
identitaires qui apparaissent un petit peu partout, eh bien, nos sociétés, ces sociétés qui se prétendent enracinées, ce sont toutes des sociétés qui sont construites par l'émigration, et donc dont les identités sont aussi des identités qui héritent de cette expérience de l'immigration. Donc, je dirais qu'il y a derrière la dimension du fait social total une invitation, je dirais, à questionner l'enracinement, le discours d'enracinement dans ce qu'il a d'identitaire au sens étroit du terme. Il ne s'agit pas de nier l'existence des enracinements, c'est un désir, au contraire même, mais il s'agit de le questionner et de se dire qu'il dialogue lui aussi avec d'autres formes, et notamment de formes un petit peu liées au déplacement et aux migrations. Voilà à peu près ce que je pouvais répondre. Merci beaucoup, et peut-être pour rebondir sur cette question du temps. Alors, Anna, dans votre ouvrage, le temps est abordé de façon moins explicite pour le coup qu'il l'est dans celui de Laurent Vidal, et pourtant il est présent. Vous parlez notamment vous observez notamment les temps d'attente chez les migrants automies, ou plutôt chez celles et ceux, principalement celles, qui restent, qui ne migrent pas, et vous évoquez le cas des femmes migrantes, par exemple, des femmes de migrants qui sont partis aux États-Unis. Comment ces attentes sont-elles vécues parmi les populations que vous avez observées, parmi les enquêtés? Et vous avez parlé notamment d'une expérience différenciée du genre, et je pense que c'est quelque chose qu'Anna a bien repris et développé dans son ouvrage. Il me semble que vous avez un chapitre entier sur cette thématique-là, donc si vous pouviez y revenir. Oui, donc le temps, évidemment, il est très important aussi dans ce que j'ai pu observer, parce qu'on retrouve ce que nous décrit Laurent, le temps de l'attente, le temps imposé par l'administration, le temps imposé par le passage, donc par la traversée des frontières, le temps imposé par les politiques publiques aussi, ce que vous décrivez, par exemple pour les populations indiennes qui attendent un logement à Mexico, parfois c'est 10 ans, 15 ans d'attente, et ça va produire des effets sociaux, je reconnais aussi dans mon travail les éléments que tu évoquais, Laurent, le fait par exemple de devoir attendre dans un campement à Mexico pendant 10 ans que la mairie de la municipalité accélère le programme de logement et construise l'immeuble, ça va consolider l'image des populations indiennes comme des populations marginales qui vivent dans des mauvaises conditions, et ça accentue le stigmate à l'encontre de ces populations. Donc, alors pour revenir peut-être plus précisément à la question sur le temps de l'attente vécu par les familles pour la traversée vers les États-Unis, alors il y a plusieurs moments. Il y a d'abord le temps du mûrissement du projet de partir aux États-Unis. Souvent ce mûrissement de projet se fait de façon dans l'intimité. C'est pas quelque chose dont on peut parler parce que, comme je l'ai un peu dit, la migration vers les États-Unis est mal perçue dans la communauté otomie en ville. Donc on en parle éventuellement à son épouse, on en parle à ses parents, mais c'est pas quelque chose qui s'ébruite. Et souvent ça reste un peu en suspens. Les femmes disent oui, mon mari avait dit qu'il souhaitait partir, mais ça reste quelque chose d'un peu encore un peu irréel. Et puis tout d'un coup, le passeur prévient que le convoi est prêt, on part dans 2 jours, on part aux États-Unis. Donc là, il y a une accélération du temps. Tout d'un coup, au moment de la réalisation du projet migratoire, tout s'enchaîne et tout va très vite. Donc c'est le temps de la séparation et de la rupture qui est un temps de crise, un temps comme ça accéléré. Et là, ce temps-là est suivi par le temps de l'attente, à la fois pour les migrants et pour les familles. Pour les migrants, le temps de l'attente de la traversée des frontières, qui a ses aléas, on peut devoir... déjà, le trajet est compliqué, il y a des moments où on doit attendre, à nouveau que ce soit il y a plusieurs étapes, vous le savez, on passe par plusieurs villes, on doit attendre avant de traverser par le désert. Donc parfois aussi on est
on est expulsé, donc on doit essayer plusieurs fois de franchir la frontière. Et de l'autre côté, du côté des familles, c'est le temps de l'attente du coup de fil par lequel les migrants annoncent que c'est bon, il a réussi à traverser et qu'il est sain et sauf. Donc c'est une attente dans l'angoisse qui est vécue par les proches et qui est vécue dans ce silence, dans une sorte de secret très pesant, puisque les femmes ne seront pas autorisées ou ne se sentent pas autorisées à partager la nouvelle que le mari est parti, parce que ça les expose aux rumeurs, ça les expose à l'envie des proches. Et voilà, et parce qu'il y a aussi cette angoisse que ça se passe mal. Puis c'est l'attente du premier salaire et du premier mandat en dollars. Et ensuite, on entre dans l'attente du retour. Et donc là, l'attente du retour, elle est vécue à la fois par les hommes aux États-Unis. Souvent, elle se couple, il y a une dimension économique aussi. Les hommes sont pris dans une série de dettes. Il faut d'abord rembourser la dette au passeur, ensuite il faut acheter une voiture, ensuite il y a souvent des réparations à faire à la voiture, ça coûte cher. Puis parfois on veut pas rentrer au Mexique avant d'avoir mis de l'argent de côté, engager un projet productif, acheter une plus belle voiture. Donc il y a cette attente-là aussi qui se met en place, donc très liée aux dettes et très liée à la dimension économique, à la dimension ostentatoire aussi du projet migratoire. On veut rentrer la tête haute en sauvant la face et en montrant qu'on a accompli quelque chose. Et puis de l'autre côté, au Mexique, du côté des femmes, c'est le fait de devoir élever seules les enfants. C'est une attente qui est très solitaire aussi. Souvent, dans tous les cas que j'ai observés, elles cessent de travailler pendant que le mari est absent, parce que rester seule à Mexico les expose de façon très brutale à la rumeur, au contrôle social de la communauté. Les femmes sont accusées d'être volages, il y a tout un contrôle sur les femmes qui passent par le corps des femmes et le corps de la sexualité des femmes, qui font que ces femmes se retranchent dans l'espace domestique, sortent peu, coupent les liens avec les voisins, avec les voisins-voisines. Et donc c'est un moment très douloureux pour ces femmes-là. Mais si on le regarde dans un temps encore plus large, à mesure que passent les semaines, les années, on voit que se construisent, les relations se transforment. Moi, dans tous les cas que j'ai observés, les hommes continuaient. Enfin, j'ai pas observé le cas d'hommes qui quittaient leur femme ou qui se séparaient de leur famille. Donc, il y a des relations qui se mettent en place petit à petit, des relations de parentalité aussi qui se mettent en place de part et d'autre de la frontière. Et puis, pour les femmes, il peut y avoir des formes d'autonomisation qui se créent. Passer ce premier moment où elles sont rappelées à l'ordre des rôles sexués de façon très brutale, il peut y avoir des formes d'autonomisation. Elles recommencent à travailler, elles vont investir elles vont beaucoup investir l'éducation des enfants et donc se rapprocher de l'institution scolaire par exemple. Elles vont aussi pouvoir organiser leur temps de façon plus libre, sans avoir à demander l'aval du mari ou sans être contraintes par certaines dimensions familiales. Elles vont chercher l'appui d'autres femmes, je l'ai dit, faire venir une sœur, une cousine qui les aide au quotidien. Donc il va y avoir des formes de compensation qui vont se mettre en place et un équilibre entre des formes d'émancipation, d'autonomisation, mais aussi des formes de frustration, de rappel à l'ordre qui alternent, une forme d'ambivalence qu'on observe. Merci beaucoup Anna, et c'est vrai qu'à cet égard, je trouve que la lecture croisée de vos ouvrages est particulièrement enrichissante parce qu'on se rend compte des complexités de l'attente, mais aussi des expériences différenciées qu'en font les personnes qui migrent selon leurs projets, selon la localisation, etc., mais également selon leur sexe, leur identité ethnique, la communauté d'appartenance. Enfin, voilà. C'est vraiment une thématique transversale extrêmement forte, et il y a une deuxième thématique transversale forte aussi que j'avais envie de questionner ce soir, c'est la notion de frontière. Comme juriste, quand on parle de frontières, je pense tout de suite à la frontière de l'État-nation, mais votre ouvrage, Anna, nous invite à parler des frontières au pluriel, et c'est parce qu'on se rend compte à la lecture de vos travaux qu'à la frontière justement politique et juridique de l'État-nation s'additionnent d'autres frontières, ethniques, émotionnelles, administratives, physiques, pour n'en citer que quelques-unes. Et donc j'avais envie de vous poser la même question à tous les deux. Comment est-ce que vous avez choisi d'appréhender cette notion de frontière? Qu'est-ce qu'il en ressort dans vos travaux? Et peut-être dans quelle mesure ces frontières définissent l'altérité des migrants? Anna ou Laurent, je ne sais pas qui souhaite commencer.
Laurent, si vous le souhaitez. Alors, oui, je pense qu'il faut effectivement l'étudier et en parler au pluriel des frontières. D'abord, si on reprend cette notion d'attente, ce n'est pas que le temps d'arrêt, l'attente, c'est aussi l'attente en tant que projection, qu'espérance. Tout à l'heure, quand Anna parlait de construction d'un projet, c'est ça. C'est-à-dire que l'attente a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire celle qui met en marche, et qui, mettant en marche, parfois, nous fait aussi, ou en tout cas fait à ceux qui, à un moment donné, prennent la décision, qui peut, on parlait de temps de maturation, de mûrissement, prennent la décision d'une certaine manière de franchir la frontière de la communauté. Je dirais que c'est peut-être déjà une première frontière, c'est-à-dire de s'émanciper. Hein. Bien souvent, là, ce sont des communautés qui fonctionnent selon des modes de sociabilisation qu'on n'appellerait pas nécessairement modernes, qui fonctionneraient, mais qui ne fonctionnent pas seulement autour de la famille nucléaire, d'individus, etc., mais autour de liens de solidarité communautaire. Et c'est peut-être celle-là la première frontière déjà. Et puis après, c'est tout un ensemble de frontières qui vont être franchies selon les moments, selon les situations, jusqu'aux frontières politiques. Mais les frontières politiques n'en sont qu'une. Et y compris les propres frontières, après, que l'on a gardé avec soi, les propres frontières dont on hérite de la part dans le cadre de la formation de sa culture originelle, communautaire, etc. Et parfois certains s'en émancipent complètement. Ou certains, au contraire, la mettent en valeur. Alors là, on a des jeux. Moi, j'ai pu observer, alors bon, ça c'est mes observations d'historien, hein, pas d'ethnologue sur le terrain, mais d'historien dans les archives, des gens qui, à un moment donné, eh bien, par exemple, je pense aux immigrants français au Brésil, qui à un moment donné vont mettre en valeur leur identité de Français pour s'inventer comme, par exemple, restaurateurs, certains comme couturiers, alors qu'ils n'ont aucune expérience en ça. Mais simplement, ils prennent dans l'imaginaire du pays qui reçoit ce qu'on attend d'un Français, qui doit être porteur de ces qualités-là, et à ce moment-là, eh bien, on se vend et on fait de la publicité en disant, voilà, moi je suis... Alors que cette personne s'est déclarée cultivateur quand on retrouve sa trace au moment du départ. Hein. Donc là aussi, on joue sur les déplacements de frontières. Ça peut être là, pour le coup, une frontière professionnelle. Mais c'est véritablement l'occasion de s'émanciper de ces frontières, l'immigration, ça, bien entendu. Oui, bah oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai observé aussi, hein, comment, en passant aux États-Unis, ça peut être, pour certains groupes, pas forcément celui que j'ai étudié, mais passer aux États-Unis, ça permet de renverser le stigmate. Ça permet, par exemple, de valoriser une identité indienne qui était dépréciée dans le pays d'origine, parce que là, elle trouve un autre écho. Elle va évoquer d'autres imaginaires plus positifs qui ne sont pas chargés des stigmates qu'il peut y avoir dans le pays d'origine, par exemple. C'est quelque chose qu'on voit bien pour certains groupes ethniques. Et sur le plan professionnel, c'est vrai aussi pour les personnes que j'ai rencontrées qui, après être partis aux États-Unis, quand ils rentrent à Mexico, ils arrivent à jouer de l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise aux États-Unis et du coup s'insérer dans d'autres sphères de l'emploi au Mexique qu'ils n'auraient jamais réussi à intégrer s'ils n'étaient pas partis aux États-Unis. Et là, c'est pas juste le fait d'avoir acquis une expérience comme serveur, par exemple, ou dans les cuisines. Beaucoup travaillent dans les cuisines ou comme serveur parmi les autonomies que j'ai rencontrées dans des restaurants chinois. Quand ils rentrent au Mexique, ils ont cette expérience à valoriser, mais surtout, ils peuvent la valoriser en disant qu'ils l'ont acquise aux États-Unis, et ça permet de ne plus être vu juste comme un Indien, mais comme un migrant qui a été aux États-Unis, et ça permet donc de jouer sur d'autres identités et de traverser cette frontière, d'accéder à des espaces professionnels qui auraient été inaccessibles sinon. Et donc, peut-être pour faire un pas en arrière, effectivement, dans ma recherche, cette idée de la multiplicité des frontières, elle est très présente, c'est ce que je souhaite évoquer par le titre, les frontières de genre, les frontières professionnelles, effectivement, les frontières régionales, les frontières linguistiques, les frontières juridiques, et comment les personnes essaient de s'en émanciper, de les contourner, et donc cette idée le terme d'esquiver
Je l'ai choisi parce qu'il renvoie aux travaux de James Scott, par exemple, sur les stratégies des faibles, des subalternes, pour essayer de contourner la domination, voilà, faire un pas de côté et essayer de se jouer de ces dominations qu'on ne peut jamais complètement, auxquelles on ne peut jamais complètement résister, mais avec lesquelles on peut essayer de composer. Donc c'est ce que j'essaie d'évoquer par le titre. Voilà, et peut-être, bon, j'aimerais juste parler d'un des résultats, je pense, importants de mon travail. C'était une de ces surprises, c'était que devient ce clivage entre Indiens et non-Indiens qui est si présent au Mexique. Qu'est-ce qu'il devient justement avec le passage des frontières politiques, avec le passage des frontières de l'État-nation. Ce qui m'a beaucoup surpris dans le travail de recherche, c'est que quand je suis arrivée aux États-Unis, le discours qui dominait, parmi mes enquêtés, c'était de dire « ici on est tous égaux, indien, pas indien, ça n'a plus aucune importance, ici on est tous égaux ». Alors que, évidemment, cette idée qu'on est tous égaux, elle est très discutable de l'extérieur. Moi, ce que je voyais, c'était des situations de domination multiples dans lesquelles étaient prises les enquêtés. Mais leur perception, c'était qu'il y avait une forme d'égalisation des situations aux États-Unis. Et donc j'ai cherché à comprendre pourquoi. Est-ce que c'était vrai que ce clivage disparaissait? Alors je pense qu'il s'atténue plutôt qu'il ne disparaît, mais il n'est plus opérationnel dans le quotidien des personnes que j'ai rencontrées aux États-Unis, et ça c'est leur point de vue à tous, et j'ai pu observer par exemple des amitiés qui ont été improbables au Mexique entre des personnes identifiées comme métisses et des personnes identifiées comme indiens, qui partageaient leur quotidien aux États-Unis comme si cette frontière n'était plus opérante. Donc je me suis beaucoup demandé pourquoi, et je pense que ça a à voir avec plusieurs éléments, avec ce qu'a dit Laurent, cette communalisation, cette expérience partagée de la migration, de la traversée de la frontière, de se confronter aux obstacles administratifs, se confronter aux obstacles de la langue, qui créent des expériences communes qui vont souder d'une certaine façon, mais c'est pas toujours le cas. On sait que dans d'autres contextes migratoires, et c'est le cas pour les migrations indiennes, dans d'autres espaces, en Californie par exemple, les travaux montrent que le racisme contre les Indiens en Californie est très fort, dans une partie des études sur les migrations indiennes transnationales. Donc ça ne suffit pas toujours. Bon, ce qui est vrai aussi, c'est que cette distinction entre Indiens et non-Indiens, elle n'a pas de sens pour ceux que les migrants appellent les Américains, c'est-à-dire les Blancs autochtones aux États-Unis, qui, pour eux, tous les Latino-Américains sont des Mexicains, c'est le terme qu'ils apposent à tous. Donc ça joue aussi. Il y a aussi le fait que mes enquêtés avaient développé des techniques d'invisibilisation de l'ethnicité. Ils avaient commencé ils étaient devenus assez efficaces sur ces questions-là par l'expérience à Mexico, dans lesquelles c'est très utile de savoir à quel moment on met en avant l'indianité et à quel moment on la met en retrait. Alors bien sûr, on ne peut pas complètement contrôler l'image de soi, mais il y a tout ce travail-là de mise en scène de soi, de gestion du stigmate, qui renvoie à une sociologie goffmanienne, par exemple, des interactions qu'on peut mobiliser. Mais surtout, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a une nouvelle segmentation qui s'impose, qui est la segmentation juridique entre les personnes en situation irrégulière et les personnes en situation régulière. Et elle est tellement prégnante dans le quotidien, elle détermine tellement les espaces dans lesquels on peut travailler, les droits auxquels on a accès, les espaces qu'on peut fréquenter, qu'elle prend le dessus sur beaucoup d'autres clivages et qu'elle crée de nouvelles segmentations entre les migrants qui se superposent et qui prennent le dessus au quotidien sur les anciens clivages du pays d'origine. Donc ça, c'est une idée que j'ai trouvée, qui évoque d'autres travaux possibles. Je pense à la conjonction entre sociologie du racisme et sociologie des migrations, pour analyser comment se transforment les relations entre minoritaires et comment se transforment les relations dans les communautés migrantes entre les minorités dans le pays d'origine et les majoritaires dans le pays d'origine, dans un nouveau contexte d'intégration. Je pense qu'il y a des travaux à mener sur ces questions-là encore. Merci beaucoup Anna. Alors justement pour rebondir sur ce dernier point, quand on parle des frontières au pluriel, on aborde aussi effectivement la question des frontières de l'État-nation, mais fixées par l'État-nation. Et c'est le dernier élément que je voudrais questionner. Dans vos ouvrages, vous interrogez tous les deux le rôle de l'État-nation dans la formation de ces frontières dont on a parlé, mais aussi dans l'expérience subjective que font les migrants
de la mobilité. Anna Perrodin, vous comparez notamment les politiques multiculturelles entre les États-Unis et le Mexique et comment ces politiques vont venir transformer certains rapports sociaux, ethniques, de classe, de genre ou de statut migratoire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette comparaison entre politiques multiculturelles mises en place aux États-Unis et au Mexique pour qu'on comprenne comment se transforment les rapports Alors, donc, je l'ai dit, hein, les populations avec lesquelles j'ai travaillé, elles sont en prise avec ces politiques multiculturelles à Mexico au quotidien, puisque, notamment à travers l'attente d'un logement, ça les amène à côtoyer l'État de façon très pratique, c'est-à-dire aller faire la queue dans les institutions, aller au guichet, travailler sur les dossiers. Il y a tout le temps des visites des agents de l'État dans les différents squats, et avec ça, toute une série de personnes qui se greffent sur les visites-là, des associations, des journalistes qui vont les voir. Enfin, ça les expose beaucoup, des anthropologues comme moi qui arrivent pour travailler avec eux. Et ces politiques multiculturelles, donc elles se définissent autour de définitions de l'indianité qui sont construites en partie par l'État et avec lesquelles les populations doivent composer justement pour se conformer à ces identités et à partir de ça pouvoir obtenir les droits ou les avantages auxquels elles peuvent prétendre. Donc il y a ce jeu sans cesse de se rapprocher de la définition qui est attendue dans ces scènes-là, ces scènes autour de l'État, mais à d'autres moments du quotidien, il faut pouvoir justement mettre en retrait cette identification comme indien pour ne pas être exposé au racisme qui est en vigueur au Mexique. Donc il y a ce jeu-là qui se fait sans arrêt, en lien avec les politiques de l'État. Et ce qu'il faut dire sur ces politiques de l'État, c'est qu'elles marquent très fort des territoires aussi qui sont associés à l'indianité, et par contre, elles évoquent très peu la question du racisme. Enfin, la question du racisme reste relativement taboue au Mexique. Ça a un peu changé depuis, mais il y a une dizaine d'années, on parlait de différences culturelles, mais peu de racisme. Et donc, ces politiques, on peut voir que d'une certaine façon aussi, elles reproduisent parfois des formes de paternalisme. Elles sont assez inspirées de l'indigénisme, des formes d'indigénisme qui dominaient. Alors, aux États-Unis, c'est très différent. Aux États-Unis, il y a des politiques multiculturelles depuis bien plus longtemps qu'au Mexique. Mais les personnes avec qui je travaille ne peuvent pas y prétendre. Leurs rapports avec l'État sont très très limités. C'est l'inverse du fait de leur situation irrégulière. D'autant plus qu'aux États-Unis, quand on est en situation irrégulière, on a très très peu d'espoir de pouvoir obtenir les papiers. En tout cas, les voies d'entrée dans la régularisation sont très très ténues, donc mes enquêtés n'y prétendaient même pas. Donc l'État, c'est soit la figure du policier qu'il faut absolument chercher à éviter, soit éventuellement on déclare ses impôts pour espérer peut-être obtenir certains droits, mais voilà, ils fréquentaient très très peu l'État. Mais par contre, aux États-Unis, les politiques multiculturelles ont créé des espaces de dénonciation du racisme. Et mes enquêtés y avaient accès en regardant la télé par exemple, dans les médias. Ils regardaient beaucoup les médias latino-américains qui mettaient en scène le racisme anti-latino. Et donc il y avait une forme de conscientisation très forte autour du racisme qui permettait de relire. Donc il y a deux choses différentes. Bon, d'abord, en étant aux États-Unis, ils devenaient d'une certaine façon des Mexicains à part entière, ce qu'ils n'avaient pas été au Mexique, où ils étaient sans cesse rappelés à leur situation de citoyens de seconde zone, de sous-citoyens. En étant aux États-Unis, ils étaient considérés par les Américains, donc blancs autochtones, comme des Mexicains, et par l'État mexicain à travers les consulats, comme des Mexicains comme les autres aussi, puisque le Mexique aux États-Unis n'a pas de politique différenciée envers les populations indiennes. Donc paradoxalement, c'est en arrivant aux États-Unis qu'ils peuvent d'une certaine façon devenir des Mexicains comme les autres. Et puis, ce que ça a créé aussi, cette expérience du racisme, enfin de la conscientisation du racisme, c'est qu'en arrivant aux États-Unis, ils relisaient leur expérience comme indiens et réinterprétaient leurs expériences antérieures en y revoyant des formes de racisme. En fait, ils revisitaient leurs expériences à Mexico en s'apercevant que là aussi, en fait, dans leur pays d'origine, ils avaient vécu du racisme. Et c'était intéressant parce que ça avait lieu souvent, c'était des scènes qu'ils observaient qui amenaient ce déclic
des scènes de racisme qu'ils observaient envers d'autres minorités aux États-Unis, des scènes de racisme contre les populations noires ou contre les populations Native Americans. Il y a beaucoup d'Indiens autochtones dans le Wisconsin, il y a des réserves indiennes, et donc ils observaient des scènes de discrimination contre des Indiens, des Amérindiens aux États-Unis, et se disaient mais en fait c'est exactement ce que nous on a vécu au Mexique, c'était du racisme. Alors que au Mexique, les expériences de discrimination qui étaient vécues étaient interprétées comme des discriminations liées à la classe sociale, liées à leur origine provinciale, campagnarde, mais pas comme du racisme en tant que tel. Donc voilà, c'est pas tant les politiques multiculturelles en tant que telles aux États-Unis, mais plutôt ce contexte d'énonciation possible du racisme qui produisait des effets sur la relecture des identités et sur la façon de se définir. Et un de mes enquêtés, par exemple, disait « Ici, aux États-Unis, on est tous indiens », ce qui était une façon intéressante de renverser aussi, d'une certaine façon, les identifications et les stigmates. Merci beaucoup, Anna. Et c'est vrai que votre ouvrage est plein de petites citations comme ça qui sont très riches aussi, qui nous renseignent sur les transformations du rapport à l'identité qu'ont les migrants autonomes au fur et à mesure du processus migratoire et ce que vous venez d'expliquer. Alors Laurent Vidal, vous questionnez aussi le rôle de l'État-nation. Votre ouvrage couvre les Amériques. J'avais envie de vous demander aussi si vous aviez observé des similitudes, des différences majeures en termes de politique ou de biopolitique relatives à la gestion, ou plutôt au contrôle des individus dans les territoires selon les pays des Amériques. Merci. Alors oui, biopolitique, donc Foucault, et puis Agamben aussi, qui évidemment va développer cette notion, va prendre cet élément, c'est un des derniers éléments apportés par Foucault, et qui va en faire le cœur d'une partie de ses travaux. Et si on prend par exemple les centres d'accueil d'immigrants le long de la côte atlantique des Amériques, qui fonctionne entre les années 1870 et les années 1930-1940, enfin jusqu'avant avant la Seconde Guerre mondiale. On se rend compte que, pour revenir sur la fin de votre question, ce n'est pas tellement une question de différence, c'est plutôt une question de connexion. En fait, la première moitié du 19e siècle est une moitié qui est marquée par, donc on a des pays indépendants et ces pays qui commencent à recevoir des courants d'immigration qui sont relativement modérés à ce moment-là, mais les pays européens mettent en place des consulats dans les pays d'accueil des Amériques. Et puis petit à petit, eh bien, les consuls ou les services consulaires des pays européens vont faire partie des services qui vont administrer les centres d'accueil. Alors dans un premier temps, ce sont plutôt des hôpitaux et dans des espaces comme cela, et sur des îles très souvent qu'on installe, jusqu'à ce qu'on crée, alors ça c'est très étrange, le modèle un petit peu idéal type, on parle tous d'Ellis Island, en fait le modèle commence à Rio en 1883, ça s'appelle Île des Fleurs, Ilha das Flores, et c'est la première fois qu'on crée véritablement sur une île un bâtiment créé et pensé uniquement pour ça, c'est-à-dire pour faire entrer des immigrants avec des histoires différentes et en faire sortir des immigrants nationaux qui vont bien souvent avoir des noms, alors pour le coup lusitanisés quand on est au Brésil, anglicisés quand on est aux États-Unis. Donc c'est une machine à transformer des émigrants en immigrants nationaux, établis, listés, et là il y a beaucoup de construction de papier, c'est-à-dire on construit aussi toute cette forme en tout cas de contrôle par l'établissement de listes, de documents. Je dirais que ce sont des immigrants désirables. Et quand je parle de connexion, parce que on se rend compte que ce modèle créé à Rio au début des années 1880 va être reproduit ensuite à Ellis Island,
puis on va le retrouver au Canada, etc. etc. Donc c'est vraiment de cet ordre-là. Tous ces pays des Amériques sont confrontés à la réception, et même quand on se met côté Pacifique, du côté des États-Unis, à San Francisco, etc., que l'on a aussi sur des îles, eh bien, des éléments, même dans les Caraïbes, on a cela, Galveston, etc. Donc, phénomène de connexion avec la recherche de formes architecturales adaptées pour traiter entre 5 et 12 000, à Ellis Island c'était jusqu'à 12 000 personnes, hein, mais entre 5 et 12 000 personnes par jour. Il faut aller quand même vite parfois. Hein. Alors quand on est au Brésil, ça peut être 3000 personnes, mais il n'empêche qu'on traite là, c'est une dimension industrielle. C'est un traitement industriel de l'immigration. Et même si cette attente est courte, elle dure quand même une semaine, selon les moments, quand on entre à São Paulo, il faut qu'on sorte avec un emploi. C'est-à-dire que là, on est envoyé dans des plantations de café, donc on est distribué directement. Quand on passe par Ellis Island, on ne sort pas avec un emploi, mais en revanche, selon que l'on va rester à New York, selon que l'on va aller dans l'intérieur de l'État ou que l'on va par ailleurs, on sort par des couloirs différents. Donc là aussi, il y a des tris. Et cette idée, je crois que c'est une idée qui se retrouve, elle naît sur le continent américain dans un dialogue entre les services consulaires européens et les États-nations qui structurent leur administration dans les Amériques. Et aujourd'hui encore, d'une certaine manière, par exemple, différemment de l'Europe, bien la plupart de ces pays ont des statistiques ethniques, alors que ici c'est interdit. Mais ça, c'est quand même un héritage de ces politiques qui sont nées à ce moment-là. Voilà. Un grand merci encore à tous les deux donc, pour cet échange très stimulant. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de... Oui, merci. C'était vraiment un plaisir en tout cas de pouvoir discuter avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer ces échanges dans un futur proche. Et encore un grand merci à Anna Perronin, à Laurent Vidal et à Laura Caillé. Et merci aussi au public.